ministre. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans à l'initiative du groupe La France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. Ce n'est pas la première fois que votre Assemblée débat de cet enjeu pour nos finances publiques lors de cette législature. Ce débat, vous l'avez déjà eu lors de l'examen de la proposition de loi du Rassemblement national qui tendait au même objectif. Vous l'avez eu également dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 par le dépôt de nombreux amendements qui tendaient à faire croire finalement à une abrogation en PLFSS, tout en sachant évidemment qu'il n'en était rien. Le débat sur notre système de retraite n'a rien de tabou. Il est d'ailleurs sain. Les retraites constituent une politique publique d'ampleur, que ce soit par leur poids financier, mais aussi par le choix de société qu'elles représentent. La ministre du Travail l'a parfaitement décrit. Sur la forme, cependant, je tiens moi aussi à rappeler qu'il avait fallu près de 3 semaines de débat pour examiner la réforme de 2023 et que l'abrogation qui nous est proposée aujourd'hui est par nature concentrée sur une seule journée d'examen. Est-ce bien sérieux? Alors quand j'entends qu'on se pose la question de savoir s'il est légitime que des députés, quels qu'ils soient, du socle commun ou d'ailleurs, déposent des amendements sur ce texte, la réponse est oui, bien sûr. Au-delà du fait que c'est leur droit constitutionnel le plus strict, je crois personnellement que c'est aussi leur devoir et leur responsabilité. On ne saurait évacuer en 3 heures ce qu'il a fallu des mois de concertation et des centaines d'heures d'examen à juste titre. Des centaines d'heures d'examen à juste titre pour construire. On ne saurait traiter en 2 interventions à la tribune et quelques amendements cosmétiques ce qui déterminera l'équilibre financier de 25% de notre dépense publique et donc une part importante de la situation de notre déficit public pour les décennies suivantes. Et non, je n'exagère pas, Mesdames, Messieurs les députés. Ne prenez pas mon discours comme un discours catastrophiste. Je ne grossis absolument pas le trait, je m'efforce simplement de remettre le débat de ce jour dans son contexte des comptes publics normal de la part du ministre du Budget et des Comptes publics, avec les bons ordres de grandeur, pour que chacun se rende compte de sa responsabilité alors que nous nous apprêtons à prendre des décisions d'une telle ampleur. Il y a une forme d'ironie malheureuse, alors que les réactions, à l'heure où nous parlons des marchés financiers, devraient au contraire nous alerter sur la situation périlleuse de nos dépenses publiques. À vouloir revenir sur la réforme structurelle votée dans les dernières années qui a l'impact le plus massif sur le rétablissement des comptes publics. Le débat est légitime et il doit permettre à chacun d'être à la hauteur de l'enjeu. Je le répéterai à plusieurs reprises, c'est mon rôle, mais Mesdames et Messieurs les députés, cette proposition de loi, c'est le calendrier qui le veut, Monsieur le rapporteur, vous ne l'avez pas fait à dessein, arrive exactement au moment où les tensions sur le refinancement de notre dette sont au plus haut. Et utilisons ce moment-là pour se poser les bonnes questions sur les risques que nous prenons sur nos finances publiques et sur notre capacité à protéger notre nation demain si nous ne sommes pas capables de refinancer notre dette en envoyant les signaux les plus désastreux pour les marchés, à savoir détricoter la plus grande réforme structurelle de ces dernières années, celle qui a permis justement de commencer à rééquilibrer les comptes sociaux de notre pays par l'endroit où elles sont le plus déséquilibrées, à savoir l'assurance vieillesse. Soyons bien conscients des effets ce soir, si cette proposition de loi venait à être adoptée, quand bien même, par définition, ici, vous le savez, elle ne serait pas inscrite dans l'étape de la loi tout de suite. Mais le signal qui serait envoyé serait automatique. Mais j'y reviendrai rapidement.
Le débat, je le disais, il est légitime. Il doit permettre à chacun d'être à la hauteur de l'enjeu. Et j'entends, moi aussi, qu'on crie à l'obstruction. Mais franchement, de quoi parle-t-on? De quelques centaines d'amendements quand la France insoumise seule en avait déposé 19 000 sur le projet de loi présenté par le gouvernement. Mais, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, comment pouvez-vous même faire ce reproche-là à des députés quand on parle d'une main de quelques centaines d'amendements, quand vous en avez déposé 19 000? Chers collègues, cela me semble... Un peu moins de bruit, à défaut du silence, s'il vous plaît. Seul le ministre a la parole, s'il vous plaît. Merci. Je rappelle que c'est vous qui avez, à l'époque, voulu bloquer les débats, empêcher les votes. Quand les partenaires sociaux eux-mêmes voulaient aller au vote. Souvenez-vous, pour prendre des décisions en responsabilité. Non, il n'y a aucune obstruction. Il y a tout simplement une volonté de débat aujourd'hui. Et à nouveau, c'est utile et nécessaire. Sur le fond, je l'ai dit, ce débat sur les retraites n'est pas un tabou. Encore faut-il en poser clairement les termes et les enjeux. La vérité, mesdames et messieurs les députés, c'est que le nombre d'actifs cotisant au régime de retraite se réduit par rapport au nombre de retraités. Vous connaissez les chiffres, mais je les redis ici car ils traduisent tout simplement une vérité implacable, celle de la démographie de notre pays. Personne ici ne peut aller contre la réalité démographique de notre pays. En tout cas, pas en une seule journée de débat. Une vérité qu'aucun discours, ni évidemment aucun effet de manche ne pourra changer. Elle s'impose à nous, et d'ailleurs pas qu'à nous, elle s'impose à tous les pays qui nous entourent. En 1960, plus de 4 actifs cotisaient pour financer la retraite d'un retraité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas que pour 1,7 actifs pour un retraité. En 2070, ce sera 1,4 actifs pour un retraité. Il est là le cœur du débat. L'essentiel du débat est là. En 1964, actifs pour un retraité, aujourd'hui c'est 1,7 pour un, et on fait comme si de rien. C'est tout simplement le principe même de la solidarité par un régime public obligatoire par répartition qu'il nous faut alors transformer et qu'il nous faut équilibrer. Je vais en parler, monsieur le rapporteur. La vérité, c'est qu'en France, comme dans la plupart des grandes économies comparables, nous sommes confrontés à un enjeu majeur de vieillissement démographique. Et ce vieillissement, il a donc un impact évident, facile à comprendre sur nos dépenses de retraite. Mais c'est aussi nos dépenses au-delà, liées à l'autonomie. Nous en avons d'ailleurs longuement parlé aussi dans le cadre du PLFSS, sur nos dépenses liées à la maladie. C'est d'ailleurs un enjeu majeur de l'adaptation au système de soins. Donc il n'y a pas que le sujet de la branche vieillesse là-dedans, il y a tout le sujet de la sécurité sociale, tout le sujet de notre système de protection sociale qui est en jeu. Eh bien dans le PLFSS, ça ne vous a pas échappé. D'ailleurs, je salue la commission mixte paritaire conclusive d'hier qui, en responsabilité, écrit un chemin de redressement des comptes sociaux dans notre pays. C'est ça la responsabilité. C'est pas de revenir détricoter ce qui avait permis d'équilibrer les comptes. C'est plutôt de continuer à aller dans ce chemin-là. Et la CMP hier l'a proposé et je m'en réjouis et j'espère que cela permettra d'avoir une adoption définitive. Ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, il est donc plus vaste. Et nous ne pouvons absolument pas nous soustraire de cette évolution de notre société. La vérité, c'est que les dépenses de retraite représentent aujourd'hui près du quart de la dépense publique. Le quart de la dépense publique. Mais on a en ce moment même, en PLFSS, en PLF, des débats sur où faisons-nous des économies, où pouvons-nous rééquilibrer de la dépense publique, les dépenses de l'État, les dépenses sociales, celles des collectivités. Les ordres de grandeur, un quart sur les retraites, un quart sur les retraites. C'est comme si on ne voulait pas regarder, évidemment, la principale problématique de rééquilibrage de nos comptes publics. Et votre PPL, elle propose quoi? D'aggraver là où il y a un quart de la dépense publique. Vous allez totalement à l'inverse de ce que nous devons faire, évidemment, de façon responsable là-dessus.
La vérité, compte tenu de ces paramètres, c'est que le déficit des régimes de retraite recommencera à se creuser si nous venons à la situation d'avant la réforme. Évidemment, c'est une lapalissade de le dire. La vérité, monsieur le rapporteur, c'est qu'abroger la réforme des retraites, revenir sur l'âge de départ et la durée de cotisation, comme vous le proposez, cela a un coût et il faut que vous l'assumiez. Alors oui, vous me répondrez comme d'habitude, si vous me le permettez, monsieur le rapporteur, puisque vous l'avez dit, vous me répondrez qu'il suffit d'augmenter les recettes. Et il n'y aura pas de déficit comme ça. Voilà. Alors je crois que les débats... Mais c'est bien, il faut le dire aussi. Donc vous allez nous dire quelles recettes vous augmentez. Parce que moi, j'étais au banc sur les débats PLF et PLFSS de ces dernières semaines. J'y suis toujours. Et on a vu à travers elles à quel point le pays ne voulait pas que l'on réponde à ces problématiques par l'overdose fiscale et par l'overdose de cotisation. Nous ne pouvons pas nous le permettre dans un pays avec des prélèvements obligatoires déjà les plus élevés d'Europe. On ne peut pas se le permettre. Nous n'en avons tout simplement pas les moyens. La situation de nos finances publiques, je le rappelle, est d'une gravité exceptionnelle. En 2024, le déficit de la sécurité sociale dépassera de près de 8 milliards d'euros le niveau qui avait été voté en loi de financement de sécurité sociale initiale. En 2025, le déficit des comptes sociaux pourrait atteindre 28 milliards d'euros s'il n'y avait pas de PLFSS adopté sur cette fin d'année. 20 milliards d'euros de dérapage du fait de la seule évolution tendancielle des dépenses, puisque nous sommes sur de la dépense de guichet. Donc il nous faut ces mesures nouvelles pour ne pas avoir un déficit public plus important qui nous mettrait évidemment collectivement en risque, avec une dette publique qui dépasse les 3 230 milliards d'euros aujourd'hui. Rendez-vous compte, rendons-nous compte tous de ce que cela signifie concrètement. Concrètement, cela signifie que nous sommes exposés. Entre 2023 et 2024, la charge de la dette a progressé de 17%. Et quand je parle de la dette, inutile de séparer la dette d'État, la dette sociale, la dette des collectivités. Il n'y a qu'une dette aux yeux de ceux qui nous la refinancent. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Et elle a augmenté en termes de charges budgétaires afférentes à cette augmentation de dette et à cette augmentation de taux de 17% entre 2023 et 2024. 17%. Elle atteindra l'an prochain 55 milliards d'euros. Et puisque nous sommes dans une période où beaucoup observent le comportement des taux d'intérêt sur notre dette, rappelons qu'un choc de taux de l'ordre de 1% seulement augmenterait la charge de la dette de 3,2 milliards d'euros la première année, de 19 milliards d'euros à l'horizon 5 ans et de 33 milliards d'euros à l'horizon 9 ans. Et les chocs de taux, mais ce n'est pas une question de peur, monsieur le député. C'est une question de traduction budgétaire demain matin. Demain matin sur notre charge de la dette. C'est autant de politiques publiques, autant de services publics que nous ne pourrons pas consacrer à nos concitoyens si nous augmentons une charge de la dette déjà aujourd'hui à 55 milliards d'euros. Nous n'avons juste pas d'autre choix que de prendre au sérieux ces signaux d'alerte de ces derniers jours et d'aujourd'hui. Si votre réponse à la tension sur les taux, c'est d'aggraver la situation et de les faire encore plus augmenter, nous ne pouvons évidemment que nous y opposer. Pas plus tard que lundi dernier, le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, a atteint son plus haut niveau depuis 2012. Concrètement, cela signifie que nos conditions de financement sont en jeu. Et il faut se dire la vérité. Parce qu'à nouveau, je le redis, aucune différence n'est faite entre l'endettement de l'État, de la sécurité sociale ou des collectivités. C'est toute administration publique que cela est regardé. Ce qui compte, c'est la signature de la France. C'est la crédibilité de cette signature qui détermine les conditions auxquelles nous finançons nos services publics et notre modèle de protection sociale. Et ce qui est observé, finalement, ce n'est pas le fait que la France soit endettée en soi. La France est un pays avec une économie forte, avec des institutions solides, avec une capacité à lever l'impôt qui est approuvée.
Donc ce n'est pas le fait qu'il y ait 3 230 milliards d'euros en soi qui est sanctionné. C'est le fait que ne soit présentée aucune direction claire sur la redirection de nos comptes sociaux. C'est pour ça que ce PLFSS est si important. C'est le début du redressement de nos comptes sociaux. Et ceux qui refinancent notre dette ne comprendraient pas que quand nous avons 5% de PIB de plus que nos voisins affectés à la dépense sociale, et c'est notre force dans notre pays, notre niveau de protection sociale, mais de façon déséquilibrée et de plus en plus déséquilibrée, ils ne le comprendraient pas et tout simplement nous demanderaient de payer plus cher pour qu'ils nous prêtent l'argent pour le financer. C'est aussi simple que ça. Et ils ne comprendraient pas que quand nous sommes le seul pays à 14 à 15% de PIB dédié aux retraites, nous n'ayons pas un mécanisme de réforme clair, structurel, pour l'équilibrer, tout simplement. Et donc cette PPL va dans le sens inverse des conditions de redressement de nos comptes là-dessus. Avec votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, vous voudriez faire croire aux Français que l'on pourrait dépenser toujours plus, que l'on pourrait laisser filer les comptes sans jamais en payer les conséquences. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous payez de mots et ne comptez pas sur nous pour signer des chèques en bois. Vous citez les principes qui font la force de notre système de pension, vous l'avez dit. La retraite par répartition, la logique d'assurance vieillesse, la solidarité intergénérationnelle. Je suis d'accord avec ça. Mais monsieur le rapporteur, la retraite par répartition, ce n'est pas juste un mot. L'assurance, ce n'est pas distribuer des chèques. La solidarité, ce n'est pas un slogan. La solidarité qui est au fondement de ce modèle social, ce n'est pas être généreux avec l'argent des autres, en l'occurrence l'argent des Français, ni dépenser l'argent que l'on n'a pas. La solidarité, c'est d'abord une exigence de responsabilité. C'est une exigence qui trouve sa traduction, qui est celui de l'équilibre des comptes. Je m'étonne d'ailleurs que les membres du Parti socialiste qui siègent aujourd'hui sur les bancs du NFP aient pu oublier aussi vite cette exigence qui vous avait pourtant guidé quand vous étiez au pouvoir de 2012 à 2017. Lorsque vous défendiez la réforme des retraites du président Hollande, Marisol Touraine avait eu le courage d'assumer. Je suis allé écouter la discussion générale. Elle avait le courage d'assumer que oui, son projet de loi visait justement, je cite, à garantir la pérennité financière de notre système de retraite. Elle avait juste parfaitement raison. Elle ne disait juste pas autre chose que ce que nous disons ici. Elle assumait tout simplement sans ambiguïté qu'il fallait agir tout simplement pour garantir notre système de retraite par répartition. Nous ne disons pas autre chose. Par quel cheminement intellectuel en arrivez-vous aujourd'hui pour soutenir l'abrogation de cette réforme Touraine qui avait pourtant fait l'objet de concertations approfondies? À soutenir l'abandon du chemin de rééquilibrage des régimes de retraite que vous avez vous-même contribué à tracer, dans la continuité des efforts engagés en ce sens par les gouvernements de tous bords qui vous avaient précédés. De tous bords. La réforme de 2010 avec Éric Woerth, la réforme Touraine, la réforme de 2023. Ce n'est pas une question partisane, c'est une question de responsabilité collective du pays. Et aujourd'hui, le Parti socialiste voudrait détricoter quand ils ont eu le courage et la responsabilité de le faire à l'époque. C'est inouï de posture politique. Alors moi, je vous pose la question. En renonçant à porter dans cet hémicycle la voix d'une gauche responsable, le Parti socialiste a-t-il renoncé à la retraite par répartition? Parce que c'est le chemin que nous prenons si cette proposition de loi est adoptée. Avez-vous abandonné l'idéal de la retraite par répartition à la française? Donc oui, quand on propose une nouvelle dépense, on considère qu'il faut la financer, oui. Et quand on n'en a pas les moyens, eh bien, il faut le dire et l'assumer et en tirer les conséquences. Et vous pourrez convoquer toutes les conférences de financement que vous voulez, elles aboutiront toujours au même point. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de baguette magique. Il faut dire la vérité aux Français. La vérité, c'est qu'il n'y a que 3 options pour garantir l'équilibre et donc la pérennité de nos systèmes de retraite par répartition. Première option. Augmenter les cotisations. Le nombre de cotisants se réduit, je l'ai dit. Êtes-vous prêt à leur demander de payer 450 € de cotisations supplémentaires par an? C'est le prix de ce que vous proposez. La facture, c'est 450 € par an. Ce sont 450 € de pouvoir d'achat en moins pour celles et ceux qui travaillent. Il faut que ce soit su. Deuxième option, baisser le montant des pensions. Pour financer ce que vous proposez, dans ce cas-là,
il faudrait diminuer les pensions, toutes les pensions, de 770 € par an. Ce n'est pas acceptable. Grâce au rééquilibrage des comptes engagé par la réforme de 2023 avec Elisabeth Borne, le gouvernement a dégagé des marges de manœuvre suffisantes pour revaloriser toutes les pensions en 2024 et à nouveau en 2025, avec une attention particulière pour les petites pensions, comme vous le savez. Nous avons eu ce débat ensemble. C'est tout cela que vous allez annuler avec votre proposition de loi. Êtes-vous prêt à expliquer aux retraités que non seulement ils ne seront pas revalorisés, mais surtout qu'ils devront passer à la caisse pour régler la note de votre proposition de loi? Êtes-vous prêt à assumer la vérité sur notre système, ou resterez-vous dans cette facilité consistant à toujours dénoncer les mêmes, c'est-à-dire ceux qui réussissent, les grandes entreprises, toujours coupables de tous les maux selon vous? Tenez-vous vraiment à faire croire qu'il est possible de toujours faire moins d'efforts et d'avoir toujours plus de droits? Troisième option et dernière option, faire payer les générations futures. Accumuler des dizaines de milliards d'euros de dettes sociales supplémentaires aujourd'hui, à cause de l'abrogation de cette réforme, c'est laisser aux actifs de demain une note qu'ils devront immanquablement payer. Sauf à renoncer, et c'est peut-être votre objectif politique, à notre système de répartition tout entier. En somme, vous proposez aux Français de demain moins de pensions pour plus cher. Dites-le. Mesdames et messieurs les députés, l'impact négatif d'une abrogation ne se limiterait pas à cette dégradation massive, pour ne pas dire funeste, de l'équilibre des régimes des retraites. L'acquis de la réforme de 2023 n'est pas uniquement comptable. Quand vous reculez l'âge de départ à la retraite, quand vous allongez la durée de cotisation, vous augmentez le travail et l'emploi. Quand vous augmentez l'emploi, vous augmentez la richesse du pays, car vous augmentez la croissance. Car oui, la réforme permet de faire croître le produit intérieur brut de notre pays de 1,1 % à l'horizon 2030. La réforme encourage l'emploi des seniors qui, vous le savez, restent relativement bas en France en comparaison des niveaux observés chez nos principaux partenaires. Et donc, mécaniquement, les recettes augmentent car la richesse du pays augmente. En prenant en compte l'effet positif de la réforme sur notre économie. C'est essentiel, ça. La réforme, ce n'est pas qu'une réforme de clé de répartition, d'équilibrage des comptes. C'est une réforme de dénominateur, c'est une réforme de croissance, c'est une réforme de création de richesse. Et c'est ça que vous voulez casser. Et en même temps, c'est assez cohérent avec ce que vous nous avez proposé dans les budgets respectifs depuis ces dernières semaines. 30 milliards d'euros en 2030. 30 milliards d'euros en 2030, c'est le coût de l'abrogation de cette réforme. C'est le double. C'est le double du manque à gagner pour notre système de retraite. C'est massif. Même si aujourd'hui nos concitoyens attendent et entendent tous les jours parler de milliards dans tous les sens, je veux qu'ils se rendent compte de ce que vous proposez. 30 milliards d'euros, ça veut dire quoi? C'est la moitié de l'effort budgétaire qui est proposé sur le budget 2025. Aujourd'hui, vous voulez rayer d'un trait de plume la moitié de ce que vous considérez comme étant déjà un effort insoutenable pour notre pays sur le budget 2025. Et je le dis très clairement, au cas où vous seriez tenté de proposer de nouvelles recettes, la créativité fiscale débordante dont vous avez fait preuve ne fonctionnerait pas. L'argent du contribuable n'est pas un puits sans fond où l'on pourrait aller puiser à sa guise. Oui, trop d'impôts tue l'impôt. Et à alourdir les impôts et les cotisations jusqu'à l'overdose, vous étoufferez l'emploi, vous éteindrez l'activité, vous dissuaderez les entreprises étrangères d'investir en France et d'y créer de l'emploi. Et donc, vous cirez la branche sur laquelle nous sommes tous assis, pas que vous, en supprimant l'assiette de richesse sur laquelle vous voulez prélever toujours plus. Ce n'est pas une solution, c'est tout simplement anti-économique. Il est faux de faire croire que l'on pourrait taxer davantage sans appauvrir l'ensemble des Français. Il est faux de laisser entendre qu'on pourrait travailler moins dans notre pays quand tous nos voisins européens ont décidé et ont fait le choix de travailler davantage pour faire face au même vieillissement de leur population. C'est le même problème et on aurait des réponses différentes parce qu'on pense forcément différemment. Alors proposez de fausses solutions et vous tromperez les Français. Au lieu de faire cela, travaillons plutôt à améliorer le taux d'emploi. Prenez par exemple l'Allemagne, dont le taux d'emploi était supérieur à 8,7 points au taux d'emploi français en 2022.
Si le taux d'emploi français était aligné sur le taux d'emploi de nos voisins, alors oui, les recettes de protection sociale augmenteraient d'environ 15 milliards d'euros via les cotisations et la CSG uniquement. Les dépenses de protection sociale reculeraient quant à elles de 5 milliards d'euros. C'est ça notre priorité. Vous avez vos 20 milliards d'euros par l'activité même. Travaillons plutôt à améliorer la réforme actuelle. Elle n'est pas parfaite. Et donc, ça nous permettra aussi de discuter de cela. Le Premier ministre l'a reconnu dès sa déclaration de politique générale et a ouvert la voie à un certain nombre d'enjeux structurants que la ministre du Travail a évoqués. Les retraites progressives, l'usure professionnelle, l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite, voilà les véritables sujets dont nous devrions être en train de débattre aujourd'hui. Voilà les problématiques qui méritent toute notre attention, qui méritent que nous y travaillions enfin dans un esprit constructif et de responsabilité. Monsieur le ministre. Et nous abordons la discussion